chères consoeurs, chers confrères, chers amis, honorables invités, nous sommes très heureux ici à l'Académie d'accueillir notre confrère et ami Claude Blanche-Maison pour la présentation de son livre Fragments d'un parcours aventureux. Je laisserai à Olivier de Vernon le soin d'entrer plus en détail dans la discussion autour de ce livre. Vous voudrez bien me permettre maintenant de rappeler peut-être nos prochaines échéances, parce que notre mois de juin va être assez chargé. La dernière semaine du mois de mai l'est déjà. Il est donc nécessaire que je vous rappelle que demain, nous aurons un entretien-débat autour de l'ouvrage Maroc, le défi de la puissance, par Abdelmalek Alaoui avec Yves Tréhard. Vendredi se tiendra notre séance 5, Haïti, une identité épique et douloureuse, séance coordonnée par Jean-Louis Chaléard. Nous aurons le mardi 2 juin notre deuxième réunion des présidents de section. Vous savez que nous entrons dans la phase finale de notre cycle électoral et que cette année, il y a 11 sièges à pourvoir dans notre académie, ce qui est beaucoup. Nous aurons le 3 juin, toujours à 15h, une conférence La Chine de Xi Jinping, 37 ans après Tiananmen, par Éric Meyer, qui a été reporter, journaliste en poste en Chine pendant 30 ans. Le 4 juin, une séance exceptionnelle en hommage à Olivier Stirn, organisée par Frédéric Turpin, de la deuxième section. Cette séance commencera exceptionnellement à 14h30, de manière à se terminer à l'heure habituelle. Le vendredi 5 juin, une conférence sur le canal de Suez, légende d'hier et géopolitique d'aujourd'hui, par Ahmed Youssef, éminent historien égyptien. Le mardi 9 juin se tiendra dans cette salle l'Assemblée générale de la Société des Amis, et le 10 juin, celle de la Renaissance française. Le jeudi 11 juin, conférence La Corrèze et le Zambèze, 10 ans à la tête de l'Agence française de développement par Rémi Rioux, dont vous savez qu'il est maintenant en poste comme ambassadeur en Côte d'Ivoire. Nous aurons ensuite, bien sûr, le cycle électoral qui va s'ouvrir. Le 12 juin, la séance 6 traitera des Proches et Moyen-Orient, l'islam et l'Afrique, séance organisée par Marc Ecardy de Saint-Paul. Et à cette occasion, nous procéderons à l'installation de Patrick Forestier, membre titulaire de la 3e section par Dominique Delors. Le jeudi 18 juin, dans le cadre des Jeudis de la Pérouse, le dernier séminaire du cycle des Outre-mer français, les défis sanitaires des Outre-mer français, séance coordonnée par Jeanne-Marie Amatrose, qui, vous le savez, a été victime d'un accident pénible, mais qui se remet avec vigueur de son épreuve et que nous aurons bien sûr le plaisir d'accueillir dans nos locaux. Le vendredi 19 juin, le cycle Outre-mer, table ronde de synthèse autour des vulnérabilités et des opportunités. Le matin, il y aura un séminaire réservé aux coordonnateurs des séances, mais l'après-midi, nous aurons, nous l'espérons en présence de la ministre, une séance de restitution de notre travail, dont vous savez qu'il est destiné à paraître sous forme d'un numéro 3 de la série Les Cahiers de Mondes et Cultures, sans doute au premier trimestre de 2020.
27. Le vendredi 26 juin, de 11h à 17h, il y aura l'élection de nos nouveaux membres. C'est le premier tour. Nous commencerons à 11h, compte tenu du fait que la séance qui suivra commencera à 14h. Le vendredi 26 juin, justement, aura lieu la séance 7 vers le sommet de Siem Reap. Quelle perspective pour la francophonie, séance coordonnée par Christine Dessouche, 3e section. Le mardi 30 juin, vous avez dû être contacté pour une proposition de visite privée à la BNF autour du thème la poudre et l'encre. Le vendredi 3 juillet aura lieu l'élection des nouveaux membres de l'Académie. Un deuxième tour si nécessaire. On peut craindre quand même que, vu le nombre de candidats qui se présentent cette année à l'Académie, il y ait au moins un siège ou deux pour lequel un second tour soit nécessaire. Enfin, le vendredi 3 juillet verra la séance 8, la question de la faim dans le monde, séance coordonnée par Louis Dominici, au titre de la 3e section. Merci de votre attention. Merci, M. Clapétuel. Alors, sans plus attendre, je vais commencer le propos de notre réunion d'aujourd'hui, qui est la présentation du livre de Claude Blanche-Maison, voilà, de Fragments d'un parcours aventureux. Monsieur l'ambassadeur, Claude Blanche-Maison, vous me faites un grand honneur et un grand plaisir en me demandant d'être à vos côtés pour présenter le livre de souvenirs Fragments d'un parcours aventureux que vous avez publié l'an dernier. Cet honneur est inattendu pour moi parce que je ne suis pas diplomate et parce que nos rencontres, pour mémorables qu'elles aient été pour moi, n'ont pas été nombreuses et sont déjà assez anciennes. Notre première rencontre, vous en souvenez-vous, date du début des années 1990, à Angkor, lorsque le représentant de l'école française Extrême-Orient que j'étais servait de guide aux personnalités françaises de passage. Vous n'avez aucune raison de vous souvenir de votre guide, mais j'en ai une de me souvenir de vous, car par une chaleur d'étuve qui accentuait la puanteur du guano de chauve-souris, vous étiez impavide, dans un costume cravate anthracite et des souliers noirs. Dans le temple d'Angkor Wat, ce jour-là, désert et entièrement à nous, nous avons fini en courant sur la grande chaussée d'Angkor pour nous abriter sous les voûtes du Gopura d'entrée en attendant que la pluie cesse. Vous vous souvenez ? Notre seconde rencontre, quelques années à peine plus tard, date d'un dîner que vous présidiez au Quai d'Orsay, offert en l'honneur d'un homme merveilleux, le ministre d'État chargé de la Culture, M. Van Bolivan, qui vibrait d'émotion pour nous dire que le Cambodge ne n'oublierait jamais que Jean Saint-Denis avait sauté en parachute au-dessus d'Angkor pour libérer le pays. Ce n'était pas Saint-Denis, c'était Mesmer, ce n'était pas Angkor, c'était le Tonkin, mais nous étions tous saisis par la sincérité de Bolivan qui voulait dire son amour viscéral de la France. Notre troisième rencontre, si j'ose dire, a été intense pour moi, bien qu'elle n'ait pas eu lieu. L'inénarrable Christian Dupavillon, vous en souvenez-vous, vous avez soufflé l'idée de me prendre comme attaché culturel quand vous étiez ambassadeur en Inde. Ça ne s'est pas fait parce que je n'étais pas fonctionnaire plein pot et qu'il aurait fallu créer un support budgétaire pour moi. Et puis nous nous sommes croisés à l'Académie, où vous avez aimablement fait mine de me reconnaître. J'ai eu à cœur de vous dire mon intérêt et mon plaisir à lire votre Marseillaise du général Diap, la deuxième image. Voilà. Formidable rencontre d'un géant de l'histoire et surtout formidable moment de réconciliation complète, profonde et respectueuse entre deux grandes nations. Bien sûr, 1954-1989, 35 ans, le temps avait fait son œuvre.
Mais vous avez su donner à cet instant un surcroît de dignité et de fraternité qu'il faut saluer. Vous revenez au demeurant longuement et très heureusement sur cet épisode dans le fragment 15 de votre livre, le fragment intitulé « Un amour de Vietnam ». Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, cher Claude Blanche-Maison, vous nous présentez les fragments d'un parcours aventureux. Ce sont vos mémoires. Elles relatent votre vie, de l'enfance jusqu'au jour de votre retraite comme diplomate, et même un peu après, puisque dans le fragment 25, vous parlez du passage à une autre vie après 40 ans de service de l'État. Il est impossible de résumer votre livre. Un index des noms qui compte plus de 700 entrées, une foison d'anecdotes, parfois amusantes, de rappels de faits et de situations et de mise en écho avec l'actualité. Les pages que vous consacrez aux grands ministres que vous avez servis, Michel Jobert, Roland Dumas, Alain Juppé, Hubert Védrine, Dominique de Villepin, et celles dans lesquelles vous évoquez François Mitterrand ou Jacques Chirac, sont extrêmement intéressantes. Mais je vous dois dire à cet égard que celles qui sont les plus originales sont celles où l'on croise Édouard Balladur. Enfin, c'est une opinion très personnelle. Je laisse de côté le côté barthien. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais commencer la discussion, parce qu'après nos présentations respectives, je pense qu'il y aura une discussion avec la salle. Mais avec votre permission, je vais vous poser un certain nombre de questions. Je les pose toutes maintenant, afin que vous puissiez envisager des réponses, qu'elles ne se croisent pas, qu'elles ne se recoupent pas. Et voilà. Je laisse de côté le côté barthien du titre qui figure sur la couverture, et avec votre permission, je vais directement à la 4e de couverture pour formuler ce qui sera tout à l'heure ma dernière question. De Loches à Moscou. Vous êtes très dur avec Loches, patrie de Louis de la Porte, fondateur du musée indochinois du Trocadéro et une idole pour toutes les féaux. Alors, de Loches à Moscou, notamment, c'est une métonymie pour décrire non pas votre ascension sociale, il ne s'agit pas du tout de ça, mais pour symboliser l'élargissement de votre horizon, et on peut le dire sans flagornerie, pour symboliser une très belle carrière diplomatique dans les capitales les plus prestigieuses, Hanoï, Delhi, Moscou, Madrid. Mais alors, pourquoi faites-vous figurer Don Quichotte dans une vignette juste au-dessus de votre portrait ? Ici. Les fragments 1 à 8, une aventure balsacienne, relatent dans une chronologie parfaite les épisodes de votre enfance, de votre formation scolaire, universitaire, de votre passage au HEC, de votre licence en droit, de votre passage à Dauphine comme assistant en économie, et puis à l'ENA. Le duc de Broglie commence ses mémoires en disant que c'est l'ennui qui l'a fait se jeter dans les études de physique. Et donc ma question est, quel a été le moteur de votre réussite à tous les concours, toujours du premier coup ? C'est ma première question. Dans cette introduction, tout est linéaire, sauf le 6e fragment, intitulé « Découverte des charmes discrets de la négociation bruxelloise ». Ce passage anticipe la 2e partie du livre, les fragments 9 à 13, l'aventure européenne vue du Quai d'Orsay, de Bruxelles et de Matignon. Ce fragment est surtout le premier exemple de l'exposé que vous ne thématisez jamais comme tel, de l'exposé que vous consacrez au fil des pages à la notion de négociation. Ici, la négociation politique peut être celle de la chaise vide, c'est dans ce passage-là. Vous assistez par ailleurs, ou vous participez aux négociations visant à l'entrée de l'Angleterre dans la communauté européenne. Page 108, c'est la négociation d'un accord de coopération avec 57 pays en développement. Page 113, négociation de l'adhésion de l'Espagne au Portugal. Page 138, l'achèvement de la négociation. Page 259, épisode chinois, négociation secrète qui venait de s'engager. Et c'est là où on croise Balladur.
En Inde, alors, est-ce que c'est une négociation à la recherche d'une alliance avec les milieux économiques? Bon. Page 347, négociation en Russie pour obtenir la libération de Brice Flotio. Un jour, vous avez parlé, je crois que c'était pour qualifier la méthode du président Trump, de négociation façon Cro-Magnon. Je donne un gros coup de massue sur la tête et ensuite on discute. Mais est-ce que la négociation... Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la négociation n'est pas toujours un rapport de force? Vous déplorez la suppression de la marque ENA, page 83. Et je ne crois pas que vous parliez ailleurs dans le livre du décret du 16 avril 2022 qui organise l'extinction des deux corps du ministère des Affaires étrangères, le corps des conseillers des Affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires. Ma question est donc, peut-on comprendre que diplomate n'est pas une profession spécialisée et que la diplomatie peut être pratiquée par tout haut fonctionnaire sérieux? Vous avez un chapitre très intéressant, extraordinairement dense, extraordinairement structuré, qui aurait pu faire un livre, ou en tout cas une plaquette à soi tout seul, que vous intitulez malicieusement « Bon baiser de Russie ». Une longue section du livre est consacrée à Vladimir Poutine. Alors, c'est pas seulement Vladimir Poutine, c'est, n'est-ce pas, les relations entre la France et Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine dans son évolution, depuis son accession au pouvoir jusqu'à la situation actuelle. Alors, ma question est, où a-t-on raté une marche? Si ma formule est un petit peu cavalière, mais c'est l'esprit. Je vais ensuite rapprocher artificiellement deux paragraphes de votre livre, celui que vous intitulez de façon amusante « 4 heures du matin par une nuit glauque à la gare de Lyon », dans laquelle vous décrivez votre rencontre avec les fonctionnaires de Bercy pour la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, et puis plus loin, ou plus tôt d'ailleurs, celui consacré à la sauvegarde du réseau des instituts de recherche français à l'étranger, dans lequel vous écrivez « J'avais le sentiment d'avoir ainsi sauvé l'existence de nos instituts de recherche face aux barbares ». Les barbares, c'était les gens de Bercy, peut-être. Alors, ma question est la suivante. Alors, je reconnais qu'elle est un peu polémique et je vous prie de m'excuser. La diplomatie française se fait-elle à Bercy? Et puis, je reviens au titre de la séance que vous avez choisie, monsieur l'ambassadeur, qui est « Le rôle du diplomate dans un monde en situation de reconfiguration chaotique ». Dans l'introduction de votre chapitre « Bon baiser de Russie », vous rappelez la rencontre des ministres des Affaires étrangères russes et américains à Riyad le 18 février 2025, puis le 27 février à Istanbul, qui ont, je vous cite, laissé un goût amer à tous ceux qui croyaient encore à l'existence d'un droit international protecteur de l'intégrité des États membres de l'ONU. Contraste saisissant avec les chapitres que vous consacrez au début du livre au rôle de la diplomatie dans la construction européenne, qui est extraordinairement méthodique, civilisée, faite d'échanges, peut-être de tensions, mais enfin rien de... En somme, ma question est la suivante. Le rôle du diplomate dans un monde en situation de reconfiguration chaotique est la page non écrite de votre livre. Pourrez-vous l'esquisser ici? Monsieur l'ambassadeur, je vais donc, conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, reprendre un petit peu mes questions dans l'ordre, mais ne vous croyez pas obligé d'y répondre longuement ou de manière exhaustive. Elles n'ont pas toutes la même importance, mais la première question, c'était quelle était la clé de votre succès universitaire rapide, partout, tout le temps, tous ces concours que vous avez réussis du premier coup? Est-ce que vous travaillez beaucoup ou est-ce que vous êtes un surdoué? En tout cas, Monsieur le Président, nous avons tous la preuve que vous travaillez beaucoup, puisque vous avez lu avec beaucoup d'acuité ce livre, et en vous demandant de bien vouloir me poser des questions, je ne savais pas à quel risque je m'exposais. C'est que vos questions sont toutes
extrêmement pertinentes. Certaines sont un peu pointues, certaines impliquent probablement des critiques. Et je dois dire tout de suite, peut-être, dans ma très courte introduction, que dans le fond, je m'abstiendrai de critiquer tel ou tel membre du gouvernement français, puisque, par définition, un diplomate est légitimiste, dans la mesure où il travaille pour un gouvernement légitimement élu. Par conséquent, je ne critiquerai même pas la suppression des corps diplomatiques que vous avez mentionnés, ni de la marque ENA, qui pourtant à l'étranger avait une certaine valeur. Ça, c'est l'HEC qui critique la suppression de la marque. On ne supprime pas une marque, on la vend, évidemment. Elle avait une grande valeur, en tout cas à l'étranger. Mais vous me demandez quel est le secret des réussites au concours. Dans le fond, j'ai envie de vous répondre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, un coefficient de chance qui est assez important. En effet, lorsque j'étais en Touraine, puisque vous avez mentionné que j'ai été élevé en Touraine, on ne savait pas ce que c'était qu'un diplomate, en réalité. Et dans ma famille, non plus. Au lycée Descartes de Tours, il y avait en effet des préparations aux grandes écoles. Et c'est dit aussi dans ma famille que c'était sans doute mieux de préparer un concours d'entrée à une grande école que d'aller tout simplement à l'école de droit du coin, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'université, sauf en matière médicale à Tours. Et donc, en effet, j'ai inscrit en préparation HEC, et ça n'était jamais arrivé au lycée Descartes. 4 d'entre nous ont été reçus après une seule année de préparation. Ça ne s'était jamais produit. Coup de chance, les professeurs ne faisaient qu'une partie du programme parce qu'ils étalaient leur programme sur 2 années. Les plus malins d'entre nous faisaient le nécessaire pour aller préparer une 2e année à Paris, parce que dans le fond, la sagesse commune était que pour rentrer dans une grande école, il fallait faire une préparation parisienne, une préparation cotée, une préparation où on réussit les concours. Alors effectivement, j'ai évité cet écueil, mais je crois bien que je n'y suis pour rien, sauf peut-être le fait qu'au pays de Balzac, en effet, on lit dans le fond des bons livres, et la littérature des auteurs de cette région, après tout, en vaut bien qu'une autre, et nos professeurs étaient des gens sérieux, à qui j'ai eu l'occasion de rendre hommage, parce qu'il y a quelques semaines, je suis revenu au lycée de Tours. Ils étaient très surpris d'ailleurs, et on a réuni les gens des classes préparatoires aux grandes écoles d'aujourd'hui. J'ai trouvé qu'ils étaient très jeunes. Et le proviseur du lycée m'a dit, mais disons l'âge que vous aviez lorsque vous étiez en préparation, ils ont entre 18 et 20 ans. En effet, ils sont très jeunes. Ils étaient très surpris qu'on puisse finalement discuter avec Poutine un certain nombre de dizaines d'années plus tard, et qu'on puisse en effet faire une carrière. Donc ça a été un petit peu une succession de rebonds, peut-être aussi un manque de confiance en soi qui fait que dans une première partie, j'ai accumulé les diplômes. Ça ne sert à rien, ce qui compte c'est le premier. Le premier c'est HEC, bien sûr, c'est là que j'ai tout appris. Après, faire une licence en droit, faire un DES de sciences économiques, c'est un petit peu une différenciation, faire même Sciences Po pour préparer l'ENA. Et dans le fond, à l'ENA, ce qui était surtout intéressant, c'était l'année de stage. C'est là que j'ai décidé d'être diplomate, parce que M. Racine, auquel je rends hommage, qui était le directeur de l'école à l'époque, avait pour habitude d'auditionner les jeunes reçus au concours, et il avait des principes très sains d'ailleurs, ceux qui sortaient des grandes préparations, Henri IV, Ginette et autres grandes préparations parisiennes. Il avait pour habitude de les envoyer dans une toute petite préfecture, genre Guéret. Je n'ai rien contre Guéret, faire connaissance avec le pays réel. Et j'ai eu la chance qu'il m'ait pris pour un campagnard, puisque je venais de Touraine finalement. Il avait sans doute sauté sur HEC.
et il m'a envoyé à la représentation permanente à Bruxelles faire 6 mois de stage, puis ensuite 6 mois dans une préfecture de région qui était à Nantes. Et à Bruxelles, sous l'égide d'un grand ambassadeur qui s'appelait Jean-Marc Bögner, j'ai vu qu'on pouvait finalement passer son temps à négocier, puisque les représentations permanentes à Bruxelles auprès de l'Union européenne ne font que cela. Chacun a son dossier et négocie tous les jours de la semaine. Et puis, il y a un jour où ce sont les ambassadeurs qui se réunissent, qui font des démonstrations de, en effet, diplomatie et de négociation. Et c'est dans le fond là que j'ai tout appris et que j'ai décidé de rentrer un peu plus tard au Quai d'Orsay. Après, au Quai d'Orsay, c'est aussi en fonction de la chance qu'on peut avoir. Quand on arrive au Quai d'Orsay, on a une petite marge de choix, on peut exprimer des préférences, et évidemment, comme j'avais fait un stage à Bruxelles, j'ai pu assez facilement rentrer dans le service qui s'occupait de ces questions. Mais, puisque j'étais nouveau, on m'a donné des dossiers, disons plutôt virtuels, comme la politique sociale, la politique régionale, la politique commune de la recherche, la politique commune de l'énergie, qui n'existait pas, bien entendu. Coup de chance, encore une fois, vous allez dire que ça fait beaucoup. C'était l'année 73, et vous vous souviendrez que l'hiver 73-74, c'est le premier choc pétrolier. Et puisque je m'occupais d'énergie, j'ai accompagné le délégué général à l'énergie de l'époque, qui, toutes les semaines, M. Kissinger a dit la plaisanterie a assez duré, il a convoqué tous les ministres des Affaires étrangères européens et occidentaux à Washington, et il a dit voilà, je veux ériger une agence qui s'occupera de l'énergie, qui fera pièce à l'OPEP, et qui sera l'agence des pays consommateurs. Et vous allez signer là. Et il se trouve que le ministre français, qui était Michel Jobert, a refusé de signer le paragraphe concernant ce qui est devenu l'Agence internationale de l'énergie. Il se trouve aussi que, alors voilà, élève modèle, je bats ma coupe, dans les papiers préparatoires, j'avais glissé quelque part non à un OTAN énergétique. Et il se trouve aussi que Michel Jobert, je ne sais pas comment, le cabinet, la hiérarchie était supposée revoir mes notes, qui n'étaient que les notes d'un débutant, mais cette expression est passée et Jobert a dit non à un OTAN énergétique. Il a peut-être eu tort de dire ça. De toute façon, ce qui a été créé dans les mois suivants a été une agence assez technique, abritée par l'OCDE, qui joue un rôle important, qui n'est pas du tout un anti-OPEP, mais qui est une agence qui donne avec beaucoup d'exactitude l'évolution et les perspectives d'évolution des différents marchés de l'énergie. Donc c'est utile. Mais la France a rejoint cette institution un petit peu dévitalisée, qui n'a plus d'énergie politique, en tout cas contre les pays consommateurs, contre les pays producteurs, pardon. Nous l'avons rejoint officiellement en 92, c'est-à-dire très tard, très tard. Mais nous étions informés, puisque la Commission avait un observateur et que les autres États membres participaient. Alors voilà pour ce qui est de la chance que j'ai eue à divers moments de mon parcours. Merci, M. Rousselard. Vous avez un petit peu anticipé, entamé la question que je vous posais sur la notion de négociation. On va revenir. Pour clore le chapitre sur votre parcours de formation au HEC, je veux juste citer une anecdote qui vous donnera l'idée que j'ai quelquefois retenu des choses qui ne sont pas les plus essentielles de votre livre, mais qui m'ont amusé. En effet, HEC n'était pas encore ouverte aux jeunes femmes. Cela contribuait peut-être au comportement quelque peu
machistes, comme celui par exemple d'attribuer le surnom génétique de Suzy à toute personne de sexe féminin. Vous êtes cruel, monsieur le président. En effet, cette école n'était pas quelque peu, elle était totalement machiste, bien sûr, puisqu'il n'y avait que des jeunes gens et que tous les matins, il y avait des cours d'amphi, toute la promotion, 300 et quelques élèves, et évidemment, suivant l'habilité des professeurs, suivant aussi le fait qu'ils avaient l'habitude de manier des amphithéâtres un peu difficiles, et ceux qui venaient de l'université avaient des jeunes filles devant eux en même temps que les jeunes gens, c'était assez compliqué, et il arrivait qu'en effet un professeur se fasse quelque peu malmené. C'était certainement un très mauvais point pour les élèves, mais nous étions la dernière promotion à Malesherbes, nos successeurs étaient déjà à Juan-Josas, où là, tout était différent. En effet, je suis un peu un diplodocus, monsieur le président, allons jusqu'au bout, puisque j'étais à HEC, mais à Malesherbes, dernière promotion, puisque j'ai fait un service militaire, il n'y en a plus, puisque j'ai fait l'ENA, il n'y en a plus, puisque j'ai appartenu au corps des conseillers d'ambassade et au corps des ministres plénipotentiaires, il n'y en a plus. Mais cela dit, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, je reviens à la notion, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, de négociation qu'on rencontre, qu'on croise, à laquelle on se heurte dans votre livre très souvent et dont vous ne thématisez pas la technique ou la nature. Mais et la question, alors vous avez parlé de négociation pour l'accord, l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, la négociation de coopération avec 57 pays en développement, la négociation pour l'entrée de l'Espagne et du Portugal, la négociation secrète en Chine pour un rééquilibrage, la négociation avec les Russes pour obtenir une... Et vous avez en quelque sorte fait la typologie des négociations selon M. Trump, une négociation de gros millions, on donne un coup de massue et ensuite on discute. Mais et la question que je vous avais posée, c'était est-ce que la négociation n'est pas toujours un rapport de force, la proposition d'un rapport de force? Bon, premier point, je commencerai par votre dernière remarque. Bien entendu, contrairement à ce que certains pensent, les diplomates ne sont pas des bisounours et ils tiennent le plus grand compte des rapports de force. Bien sûr, bien sûr. Ce serait absurde de dire le contraire. Deuxièmement, les diplomates obéissent à des instructions, quel que soit d'ailleurs leur niveau dans la hiérarchie. Et il arrive que les chefs d'État, les chefs de gouvernement prennent des dispositions qui permettent de faire évoluer une position. Et le diplomate, évidemment, doit être capable de mettre en œuvre ces instructions qui ont été décidées à un autre niveau. Alors, vous parlez de l'adhésion de la Grande-Bretagne. En effet, lorsque j'ai eu à participer aux négociations à Bruxelles sur l'adhésion de la Grande-Bretagne, mais aussi du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège finalement n'a pas adhéré puisque le référendum des Norvégiens a été négatif. Eh bien, à l'époque, le président Pompidou avait, on en parle beaucoup en ce moment puisque c'est un anniversaire, avait levé l'interdit mis par le général de Gaulle. C'était d'ailleurs pas un interdit, c'était le Royaume-Uni de Grande-Bretagne ne réunit pas les conditions qui lui permettraient d'être un membre de l'Union européenne. Et ces conditions, on pouvait les énumérer. Ça voulait dire tout simplement, et c'est valable pour tout nouvel État membre, de reprendre l'ensemble de l'acquis communautaire, c'est-à-dire de toutes les règles qui ont été prises à l'intérieur, à l'époque, du marché commun, comme on disait, et aujourd'hui de l'Union européenne, ce qui veut dire un travail considérable avec des mesures de transition qui peuvent être longues. Les Britanniques l'ont fait, et ils ont fini par adhérer, par conséquent. Alors j'ai eu effectivement l'expérience que vous avez citée, qui est intéressante sur le plan technique et professionnel, qui est celle de l'adhésion de l'Espagne. Monsieur occupé de l'adhésion de l'Espagne pendant un peu plus de 3 ans, 1 an et demi à Bruxelles et 1 an et demi au SGCI, devenu le SGAE, le secrétaire général des Affaires européennes dans les services du Premier ministre à Paris.
c'est-à-dire un service interministériel. Et pendant ma première partie d'un an et demi à Bruxelles, j'avais pour instruction, non écrite bien sûr, mais pour instruction c'était l'air du temps, de retarder le plus possible l'adhésion de l'Espagne. Pourquoi? Parce que le sud-ouest agricole français craignait beaucoup la concurrence des fruits et légumes et des vins espagnols, et que le gouvernement de l'époque craignait des révoltes paysannes extrêmement fortes, extrêmement violentes, et par conséquent, effectivement, il fallait gagner du temps. Et puis, au bout du compte, après l'alternance de 81, M. Felipe González et le président Mitterrand se sont rencontrés, et Felipe González a dit, écoutez, vous ne pouvez pas nous maintenir à la porte de l'Europe, nous avons déjà 30 années de retard par rapport à ce qu'a fait l'Europe à cause de Franco, ça a fait perdre à l'Espagne 30 à 40 années, vous ne pouvez pas nous donner la double peine. Donc il faut que nous trouvions ensemble les moyens de faire entrer l'Espagne, qui est un pays européen, qui aurait été probablement membre fondateur si Franco n'avait pas existé, et il faut trouver les moyens de faire entrer l'Espagne. Et il se trouve que dans la discussion, ils ont également parlé de la lutte contre le terrorisme basque espagnol, qui à l'époque faisait beaucoup de victimes, et ils sont tombés d'accord assez vite sur le fait que, s'agissant du terrorisme basque espagnol, la France pouvait beaucoup aider l'Espagne, indépendamment de l'affaire de l'adhésion à l'Union européenne. Parce qu'il se trouve, sans dire là encore une fois du mal de personne, il se trouve qu'auparavant, le gouvernement français avait été assez compréhensif vis-à-vis des terroristes basques. Je vois qu'un connaisseur approuve cela, parce que c'était l'héritage, dans le fond, de la période franquiste. Sous la période franquiste, il était assez légitime, en soi indulgent, vis-à-vis des Basques qui étaient anti-Franco. Mais une fois Franco parti, une fois la démocratie revenue en Espagne, il n'y avait pas vraiment de raison que les terroristes basques espagnols trouvent assez facilement des refuges en France et qu'ils y entretiennent même des caches d'armes. Par conséquent, la décision a été prise, et à partir de ce moment-là, nous allions aider les Espagnols à lutter contre le terrorisme basque. J'ai même participé à l'époque à une mission à Madrid, comme service du Premier ministre, avec M. Defer, ministre de l'Intérieur, pour expliquer aux Espagnols ce que nous étions prêts à faire. Et ce que nous étions prêts à faire, c'était des brigades communes de gendarmes et de gardes de ville, et de guardia civile, pardon, des Espagnols, des équipes communes de juges, de façon à accélérer la poursuite des deux côtés, des deux côtés des Pyrénées, avec des équipes intégrées. C'est évidemment un pas considérable. Et les Espagnols, dans le fond, étaient tout à fait surpris de ce changement et reconnaissants de ce changement. Et du coup, ils ont accepté ce qui était une de nos demandes, à savoir que la transition espagnole dans le futur traité d'adhésion soit très longue, pour que nous puissions, avec l'aide de la Commission, faire une politique de qualité de nos vignobles, d'arrachage et de replantage de plants, de nouveaux plants, et puis que nous puissions aussi reconvertir notre agriculture fruitière. Et nous avons donc, les Espagnols ont accepté que la transition agricole dure 12 ans, ce qui est considérable. Donc c'est de la négociation, mais de la négociation naturellement qui se passe d'une part à un échelon au sommet, l'échelon politique, et puis à un échelon technique où il faut mettre en musique tout ça, parce qu'une négociation d'adhésion, comme vous le savez, c'est une trentaine de chapitres, tous plus techniques les uns que les autres. D'ailleurs, la Turquie en sait quelque chose, puisque ça fait 25 ans qu'elle négocie et qu'elle n'adhérera jamais, bien sûr. Et elle le sait, mais c'est un moyen aussi de moderniser son économie, d'avoir un peu ce dialogue permanent avec Bruxelles. Donc voilà pour Bruxelles, voilà pour la négociation, mais je voudrais simplement dire que le cœur du métier de diplomate, c'est la négociation. Et que l'une des meilleures écoles, en effet, de négociation, c'est probablement Bruxelles, avec la négociation permanente, tous azimuts, à l'intérieur et avec les pays extérieurs de l'Union européenne, qui a succédé, bien sûr, à
la communauté européenne des débuts. Bon, ça, ce sont les négociations ouvertes. Et puis, vous abordez deux négociations secrètes, qui sont les négociations avec la Chine au moment de la rééquilibrage sur mission de M. Balladur, et puis une autre négociation avec les Russes pour la récupération d'un début français. Est-ce que c'est différent? Ah ben complètement, mais ça fait appel quand même à des éléments communs. Pour ce qui est du premier exemple que vous citez, lorsque j'ai pris donc 20 ans après la négociation espagnole, je suis devenu directeur d'Asie et d'Océanie, et on m'a indiqué, lorsque j'ai pris mes fonctions, Jean-David Lévy, qui était mon prédécesseur, m'a indiqué qu'une négociation secrète venait de s'ouvrir avec Pékin. Parce que la situation qui prévalait à cette époque n'était plus tenable. Pékin avait décidé d'un boycott pratiquement de tout le CAC 40, en tout cas des entreprises qui ont fait autre chose que les armes, parce que la France avait vendu beaucoup trop d'armes à Taïwan. 60 Mirage 2000-5, plus ces frégates, tout ceci a défrayé la chronique. Et effectivement, la plupart des entreprises du MEDEF a expliqué au gouvernement, M. Balladur étant Premier ministre, que cette situation n'était plus tenable. Et donc il a été décidé, le président de la République l'a accepté, qu'un haut fonctionnaire français conduirait cette négociation. Il s'agissait de M. Jacques Friedman, qui avait été directeur de cabinet de M. Messmer, qui avait ensuite été le président d'un grand nombre d'entreprises nationales françaises, qui avait une grande expérience des questions économiques, et bien sûr, le tout petit directeur de l'Asie serait son adjoint pour cette négociation secrète. Et donc, pendant tout l'hiver 73-74, nous avons passé beaucoup de temps dans les avions, puisqu'il fallait aller tous les 10 jours pratiquement à Pékin, où se tenait cette négociation dans l'endroit où se trouve la maison des hôtes du gouvernement chinois, pour maintenir les conditions de secret. Les conditions de secret, évidemment, dans les avions, on rencontre beaucoup de monde. Alors on rencontrait de temps en temps fortuitement des hommes d'affaires, des journalistes, et qu'est-ce que vous faites là, mais où allez-vous, que se passe-t-il à Pékin? Et donc le soupçon a commencé à monter. Toujours est-il que cette négociation a abouti, et a abouti à une réunion que nous avons eue chez M. Li Peng à Pékin, après avoir raté 3 avions la veille de Noël. Et M. Li Peng nous a dit, bon, le résultat auquel vous êtes parvenu est un bon résultat, ce mémorandum convient, mais je veux ajouter une clause. Je veux me rendre en visite officielle à Paris, et par conséquent, il faudra qu'il y ait une visite de M. Balladur, Premier ministre de la France, auparavant, en Chine. On a demandé naturellement. Alors, comme d'habitude, l'adjoint au chef de délégation que j'étais rédigeait des télégrammes. J'en ai rédigé beaucoup des télégrammes sur ce sujet. Nous les revoyions ensemble à l'époque avec le chef de la délégation. Mais c'était un sujet assez sensible parce que on ne sait jamais où les télégrammes, surtout les télégrammes confidentiels, aboutissent. Comme on dit, c'est les Indiens qui m'ont appris ça, everybody who is somebody, tous les gens qui considèrent qu'ils ont un statut dans la République veulent leur collection de télégrammes. Sinon, ils n'ont pas de statut, sinon ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Donc on risque finalement d'avoir quelques dizaines de personnes qui sont destinataires d'un télégramme super confidentiel. Donc il y a des choses qu'il vaut mieux raconter quand on revient à Paris, plutôt que de les écrire dans un télégramme. À l'époque, Mediapart n'existait pas, mais il y avait des tas de possibilités de fuite du même genre, et par conséquent de torpiller une négociation. Monsieur Balladur a fait cette visite en Chine, qui est une visite très difficile, puisqu'à chaque étape, il était accompagné d'une grande délégation, beaucoup de journalistes français, des journalistes qui connaissaient la Chine, bien sûr. L'un d'entre eux, plaisantin par ailleurs, disait « Mais monsieur le Premier ministre, ne vous faites pas trop de soucis, la Chine est une invention purement occidentale. La Chine n'existe pas, et comme nous étions à Xi'an,
devant l'armée de terracotta. Cette armée de terracotta, c'est pareil, ils ont tous été fabriqués dans une usine qui est à 10 km, et ils en fabriquent toujours. Donc, M. Balladur a pris la plaisanterie mi-figue, mi-raisin, mais surtout, il était très ennuyé parce que les journalistes avaient pris rendez-vous, les journalistes France, nos journalistes avaient pris rendez-vous avec des dissidents chinois. Et que c'est très simple, évidemment, les téléphones ont toujours été écoutés par tout le monde, c'est pas nouveau, et donc les dissidents en question étaient arrêtés au fur et à mesure, quelques heures avant le rendez-vous. C'était pas très étonnant. Et à un moment donné, on a été obligé de dire aux Chinois, écoutez, si ça continue, on va être obligé d'abréger la visite. Mais les Chinois savaient très bien qu'on ne pouvait pas l'abréger, puisque l'objet, c'était de remplir toutes les clauses de l'accord qui comportait cette visite du Premier ministre français. Ensuite, M. Li Peng est venu à Paris. Ça s'est évidemment très bien passé, puisque M. Pasqua était Premier ministre et qu'il a vidé les Champs-Élysées 3 blocs en arrière de chaque côté de l'avenue et qu'il n'y avait absolument personne lorsque M. Li Peng a remonté avec une voiture découverte très lentement les Champs-Élysées pour aller déposer une gerbe aux soldats inconnus. Pour lui, c'était laver l'affront de ce qui s'était passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le défilé de 2 couplets pour le bicentenaire de la Révolution française. Le 14 juillet 89, dans le défilé, il y avait eu un défilé militaire, mais il y avait aussi un défilé, disons, artistique, avec des militaires, mais qui jouaient un rôle. Et il y avait, dans ce défilé de 2 couplets, un grand tambour, un énorme tambour chinois, entouré de dissidents chinois, avec des inscriptions hostiles au gouvernement chinois, bien sûr, et ça avait fait beaucoup de bruit, notamment à Pékin. Voilà pour M. Balladur, et voilà pour cette négociation chinoise, qui n'est plus secrète, elle est dans Internet, vous en trouvez les éléments dans Internet. Elle est encore critiquée parce que le lobby taïwanais est important, et puisqu'il faut toujours que je fasse la liaison avec l'actualité, je ne sais pas ce que M. Xi Jinping et le président américain se sont dit à Pékin, il y a très peu de temps, mais ils ont parlé de Taïwan. À écouter les commentaires qu'on fait sur les plateaux de télévision, je n'y vais plus heureusement pour moi, à écouter ces commentaires, il est bien possible que Xi Jinping ait dit que de toute façon, évidemment, Taïwan sera contrôlé un jour ou l'autre par la Chine, et qu'il y a d'ailleurs une deadline que tout le monde connaît, qui est 2049, les 100 ans de l'arrivée au pouvoir des communistes à Pékin, que d'ailleurs le parti politique qui est l'héritier du Kuomintang, et qui est actuellement dans l'opposition à Taïwan, lui aussi dit qu'il y a une seule Chine. Et la preuve qu'il y a une seule Chine, c'est que lorsque Pékin a été admis à l'ONU, Taïwan en est sorti, parce que il ne pouvait pas y avoir 2 Chines. C'était aussi l'avis de Chiang Kai-shek et du Kuomintang, et que, évidemment, aujourd'hui encore, on ne peut pas avoir des relations diplomatiques avec Pékin et avec Taïwan, et que la plupart des pays ont des relations avec Pékin et pas avec Taïwan, ce qui n'empêche pas d'avoir des relations techniques. On a un très gros bureau de coopération technique qui fait de la coopération culturelle, scientifique, technique, économique, qui est en réalité une petite ambassade occulte, bien entendu à Taipei, mais qui n'est pas une ambassade. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous avez donc balayé ma question, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras sur la suppression des corps de professionnels diplomates, mais je maintiens quand même un peu ma question. Est-ce que le diplomate n'est pas un métier spécialisé quand même, à vos yeux? Bon, je ne vous surprendrai pas beaucoup en disant prudemment que j'ai tendance à penser que oui. Je pense aussi que, pour refaire le lien avec l'actualité, si M. Trump avait écouté les spécialistes de l'Iran, qui sont très nombreux encore, ils n'ont pas tous été virés du State Department, il n'aurait pas pratiqué comme il a pratiqué. Et ce serait en effet, probablement il aurait été conscient du fait qu'il risquait d'arriver dans un entonnoir et dans une situation dont il a le plus grand mal à se sortir, parce qu'il n'y a pas de sortie à cette situation, compte tenu de ce que sont les Iraniens et du fait qu'ils
qui sont formés à la technique de la négociation depuis, ils le disent, quelques milliers d'années. En effet, les États-Unis fêteront le 250e anniversaire de leur indépendance le 4 juillet prochain. Effectivement, je crois que Xi Jinping, d'ailleurs, l'a rappelé au président Trump lorsqu'il a fait cette visite à Pékin. Alors, c'est utile, en effet, d'avoir des spécialistes. C'est utile d'avoir des spécialistes d'un certain nombre de pays. La France, par exemple, s'enorgueillit d'avoir d'éminents spécialistes de l'Asie, d'éminents spécialistes de l'Afrique, bien sûr, et utilisent leurs compétences. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, cet élément disparaîtra avec l'Institut supérieur de la fonction publique qui a remplacé l'ENA et qui forme tous les cadres de toutes les administrations françaises? C'était déjà le cas de l'ENA. Elle avait une vocation interministérielle. Mais à la fin de l'ENA, on choisissait un ministère, on pouvait évidemment en sortir, mais l'idée était quand même que la plus grande partie de la carrière se ferait dans ce ministère. Et c'est vrai que le Quai d'Orsay faisait le nécessaire pour que cela soit le cas. Cela risque d'ailleurs d'être toujours le cas pour les gens qui rentrent au Quai d'Orsay en venant de l'INALCO, puisque pour un certain nombre de raisons, dont le fait que d'éminents collègues sortent de l'INALCO n'a pas été victime de ce décret qui supprime tous les corps permanents du Quai d'Orsay. Tant mieux, ça veut dire que si on veut absolument être diplomate toute sa vie, il vaut mieux apprendre le chinois. Bon, plaisanterie mise à part, on ne sait pas ce que ça donnera. Ce que ça donnera probablement, c'est que un certain nombre de gens continueront à faire la majorité de leur carrière au Quai d'Orsay, mais peut-être pas exclusivement. Ça veut dire aussi que le gouvernement aura toute l'attitude de choisir les ambassadeurs suivant son gré, et ça ressemblera probablement avec le temps, pas maintenant, parce que maintenant il y a, en effet, on garde les habitudes, mais j'imagine que dans une vingtaine d'années, eh bien, la liberté de choix du gouvernement, quel qu'il soit, sera totale pour ce qui est le choix des chefs de poste, les choix des ambassadeurs. Dans le fond, c'est la situation américaine. C'est la situation américaine. Pourquoi pas? Vous voyez, comme je suis tolérant, pourquoi pas? Je suis à la retraite, donc évidemment, je suis inconscient. Mais pourquoi pas si numéro 2, numéro 3, numéro 4 sont des professionnels? On peut imaginer, en effet, que les postes d'ambassadeurs soient des postes politiques. La France s'en est gardée, à quelques exceptions près. Chaque président a tenu à nommer 1 ou 2 écrivains, quelquefois 3 ou 4, pas beaucoup plus, quelquefois un politique, mais pas beaucoup, parce que finalement, les corps du Quai d'Orsay étaient loyaux, fidèles, et connaissaient leur métier. Vous m'avez posé tout à l'heure une question qui se relie à celle-là, qui est: est-ce que la politique étrangère est faite par le ministère des Finances? Bien sûr que non, sauf que il existe une agence de développement française qui est en principe sous la co-tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Finances. Donc, lorsque j'étais directeur général de la coopération internationale et du développement, je me rendais à ce conseil d'administration où il n'y avait que des gens absolument remarquables, et notamment beaucoup d'inspecteurs des finances qui avaient discuté des dossiers auparavant et qui faisaient passer leurs dossiers peut-être plus facilement que d'autres. En plus, à l'époque, la mode était d'essayer de faire bouger notre coopération mode ministère de la coopération vers quelque chose qui ressemblait plus à ce que faisait la Banque mondiale à l'époque. C'est-à-dire des aides budgétaires, en réalité, pour responsabiliser les pays en question, quels que soient les inconvénients, par ailleurs, des aides budgétaires dans des pays où la corruption est importante. Par ailleurs, le ministère des Finances a la haute main sur l'effacement de la dette, ou sur le rééchelonnement de la dette, qui est un élément important de nos rapports avec les pays africains.
Mais bien sûr, il y a aussi des instances gouvernementales qui peuvent accepter ou s'opposer à ce que propose le ministère des Finances. Pour ce qui est des ambassades, moi je me félicite et ce n'est pas une fanfaronnade, des rapports que j'ai toujours eus avec le chef du service des questions économiques, qui était donc un haut fonctionnaire du ministère des Finances, et d'ailleurs également avec l'attaché de défense. D'ailleurs, j'avais le droit pour moi, puisqu'il y a un arrêté signé par M. Giscard d'Estaing qui indique que, bien sûr, l'ambassadeur est responsable de tout ce qui se passe dans son ambassade et de tout ce que font les services de l'État sur le territoire dans lequel il est accrédité. Et en effet, la responsabilité implique, c'est le principe de responsabilité, implique la prise de responsabilité, c'est-à-dire le pouvoir. Et donc, dans la mesure où s'il y a quelque chose qui tourne mal dans l'ambassade, c'est l'ambassadeur qui est responsable. C'est normal. Il ne peut pas se défausser. Mais à ce moment-là, il faut que le chef de service suive naturellement. Et donc, ça pose un problème de gouvernance à l'intérieur de l'ambassade. Il faut que les équipes, les chefs de service, adhèrent au projet de l'ambassadeur, qui est un projet approuvé par Paris au bout de 5 mois, 6 mois en poste. Le projet d'action pendant 3 ans ou plus quelquefois, et qui est approuvé par une commission interministérielle à Paris. Merci. Alors vous êtes passé par-dessus ma question dans l'ordre. Alors, dans le très important chapitre de votre livre que vous intitulez de manière espiègle « Bon baiser de Russie », qui va de la page 335 à la page 407, vous parlez des relations de la France et la Russie. Et vous avez pris votre mission, vous avez commencé votre mission à Moscou avec un Vladimir Poutine qui était assez ouvert, assez bénévolent vis-à-vis de l'Europe. Et ma question est, où est-ce que ça a capoté ? Comment est-ce que ça a capoté ? Parce qu'alors, il est encore là 25 ans après, et les relations ne sont plus du tout les mêmes. Après la dissolution de l'URSS et son éclatement en 15 pays indépendants, il a été décidé que le pays successeur de l'URSS serait la Russie. Donc la Fédération de Russie héritait du siège permanent au Conseil de sécurité et avait pour mission de rassembler l'ensemble des armes nucléaires qui pouvaient se trouver au Kazakhstan, en Ukraine ou ailleurs, pays devenus indépendants et par conséquent sortant du cadre soviétique puis fédéral russe. À l'époque, Yeltsin a joué un rôle important pour briser le système soviétique en s'appuyant d'une part sur les oligarques, c'est-à-dire sur ceux qui avaient bénéficié de privatisations un peu hâtives, sur recommandation d'ailleurs de conseillers souvent américains, et il s'est appuyé aussi sur les gouverneurs élus. Et il a dit aux oligarques et aux gouverneurs élus, prenez tout le pouvoir que vous pouvez, ça sera toujours ça de moins pour l'ancien système communiste. C'est ce qui s'est passé. Mais évidemment, avec des tendances anarchiques assez considérables, à telle enseigne qu'en 1996, les pays occidentaux, excusez-moi pour ce préalable, mais c'est nécessaire pour comprendre Poutine. Mais je vous en prie. Voilà. D'autant plus que ce chapitre, vous l'avez très très bien construit comme ça, avec un exposé très large et donc, très intéressant. Et donc, effectivement, Helsinki était menacé par un candidat communiste. Et les pays occidentaux ont dit il faut aider Helsinki, il faut que ce soit Helsinki qui soit renouvelé comme président de la Fédération de Russie en 1996. Donc on a fait tout un tas de gestes vis-à-vis de Helsinki, c'est-à-dire qu'on lui a proposé de faire entrer la Fédération de Russie au Conseil de l'Europe, rien à voir avec l'Union européenne, comme vous savez. Le Conseil de l'Europe est un organisme qui est à Strasbourg, qui s'occupe beaucoup des droits de l'homme. Et il y a une convention européenne des droits de l'homme, il y a également un tribunal qui s'occupe des droits de l'homme, et la Russie est rentrée
dans ce Conseil de l'Europe. C'était d'ailleurs utile pour les dissidents de tout poil. Elle n'en est sortie définitivement qu'au moment de l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire il y a un peu plus de 4 ans. Et pendant toute cette période de temps, les dissidents russes, y compris M. Navalny, à l'époque où il était encore vivant, faisaient des recours devant la cour de Strasbourg et gagnaient ces recours. Il y avait un juge par pays, il y avait notamment un juge russe, mais évidemment, les discussions se déroulaient à la majorité, comme normalement dans un tribunal. Et lorsque le gouvernement russe était condamné à payer des dommages et intérêts, généralement, il les payait. Ça s'est dégradé au cours du temps, et effectivement, la Russie a été suspendue au moment où elle a envahi la Crimée, et puis ensuite elle est revenue, et elle a été expulsée, évidemment, au moment où elle a envahi l'Ukraine il y a 4 ans et demi. Alors, quand Poutine est arrivé au pouvoir, comme vous le savez, Yeltsin, malade, au bout du rouleau, cherchait depuis plusieurs mois un successeur. Et l'entourage de Yeltsin, plus les oligarques, qui avaient tous beaucoup à perdre sur le plan de leur situation dans l'État, sur le plan financier, ont essayé plusieurs premiers ministres, dont l'un est d'ailleurs encore toujours au Kremlin, il s'appelle M. Kirienko. Mais c'était une catastrophe, et finalement, ils ont essayé un jeune Premier ministre qui avait travaillé avec Sobchak à Saint-Pétersbourg et qui s'appelait Vladimir Poutine, qui avait travaillé quelques mois amené par ses amis de Saint-Pétersbourg au Kremlin, où il avait fait beaucoup d'amis, parce qu'au Kremlin, il s'occupait d'un poste relativement modeste, qui était l'attribution des logements aux gens importants. Tous les gens importants avaient un logement. Donc ça, c'était un poste clé, évidemment. Il a fait ça au Kremlin. Ensuite, il est devenu le patron du FSB, la partie interne de l'ancien KGB, où il a rendu également des services très importants. Un procureur général voulait s'en prendre à Yeltsin et à certaines dépenses qui étaient non justifiées. Et Poutine, en bon soldat, a monté une opération FSB pour compromettre ce procureur qui a été compromis. C'est le truc habituel à Moscou, c'est-à-dire le sauna, le bain avec quelques dames choisies sur le volet, qui viennent directement du ministère de l'Intérieur d'ailleurs, et donc le procureur voilà, et les poursuites se sont arrêtées. Ce garçon a des mérites. Il est loyal. C'est dit le camp Yeltsin. Et donc, 1 an après avoir été nommé patron du FSB, il est devenu Premier ministre, en août 1999. Il a immédiatement déclenché la deuxième guerre de Tchétchénie, de façon très violente, pour dire qu'il n'y aura plus de vente par appartement du territoire de la Fédération de Russie, c'est terminé, et donc on va écraser les rebelles tchétchènes. Cela dit, les pays occidentaux ont protesté, mais mollement, parce que la Tchétchénie, c'était la Fédération de Russie, et puis parce que personne ne voulait que les Tchétchènes installent une sorte de califat islamiste en Tchétchénie, ce qui était quand même la menace, et dans les pays, dans les oblasts voisins. Et puis, il a fait une deuxième chose, alors là, je vous renvoie à Surkov, je vous renvoie au hommage du Kremlin. Surkov, qui était un conseiller vedette à l'époque, lui a dit, mais il y a des élections au Parlement russe au mois de décembre, et il faut absolument que vous gagniez ces élections. La constitution russe, elle ressemble à la constitution française. Il y a un président élu au suffrage universel direct, et il y a un Premier ministre responsable devant le Parlement. On n'en parle plus parce que justement, M. Surkov a sévi, et il a inventé de créer ce qui s'appelle aujourd'hui Russie unie, c'est-à-dire un grand mouvement politique attrape-tout, qui est là pour donner une majorité au Premier ministre du président en fonction. Et voyez ce film, Le match du Kremlin, c'est tout à fait bien raconté. Lisez le livre de Dan Poli,
C'est tout à fait bien raconté avec un nom d'emprunt, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, évidemment, ce nouveau rassemblement politique a gagné les élections du mois de décembre. Ce garçon a décidément beaucoup de mérite, puisque d'abord, il lutte avec les armes contre les rebelles islamistes tchétchènes, et d'autre part, parce qu'il est capable de mettre un mouvement qui assure la stabilité politique. Donc, évidemment, le clan Yeltsin a dit c'est lui qu'il faut prendre comme successeur de Yeltsin, qui était encore une fois au bout du rouleau. Et c'est ce qui a été annoncé à la télévision. Moi, j'étais à l'époque à Delhi, à la télévision, le 31 décembre 1999. Yeltsin a dit je démissionne, je n'en peux plus. Bien sûr, comme le dit la Constitution, c'est le Premier ministre qui assurera l'intérim. Sous-entendu, il est l'héritier désigné, et je ne doute pas qu'il gagnera les élections au mois d'avril. Les élections qui seront organisées pour le mois d'avril, pour élire un nouveau président. Donc il a été élu. Moi, je suis arrivé un petit peu après son élection, au mois de mai, et c'est vrai qu'il était assez surprenant, parce qu'il était allé un peu partout en Europe, sauf à Paris, parce que la presse française avait dit qu'est-ce que c'est que ce petit KGBiste gris et obscur, qu'est-ce que c'est que ce type qui martyrise les Tchétchènes, il faut lutter contre lui. La presse écrite était à peu près presque unanime. Ce n'est pas le cas de la presse non écrite, mais donc il boudait. Et moi, Chirac recevait les ambassadeurs en partance, il avait repris la tradition de De Gaulle, et il m'a dit, bon ben voilà, moi je voulais recevoir Poutine à Paris pour savoir ce qu'il a dans le ventre, la Russie est notre voisine en Europe, je veux savoir ce que Poutine a dans le ventre, je veux établir des rapports convenables avec lui, mais il fait la gueule, il ne vient pas. Donc, mission, ben, vous le faites venir. Autre mission, nous avions un otage français, journaliste photographe à Paris Match, depuis 8 mois chez les Tchétchènes précisément, et ça commençait à faire beaucoup de bruit et de manifestations à Paris, donc il fallait obtenir sa libération. Et il se trouve que, là encore, la chance aidant, les Russes se sont débrouillés pour faire libérer le Brice Flotio à la Pentecôte, donc quelques semaines après mon arrivée. Et Poutine est venu à Paris au début du mois d'octobre, à l'occasion d'un sommet Union européenne-Russie que nous présidions. Et il est venu 2 jours plus tôt pour avoir des contacts bilatéraux avec Jacques Chirac. Et à ce moment-là, le jeu des pays occidentaux était de voir comment il était possible d'arrimer ce nouveau pouvoir russe à l'Occident. Tous les Européens étaient de cet avis à l'époque, mais aussi W. Bush était de cet avis. Alors pour les Européens, ensuite, on s'est aperçu que ne peut-être pas compter tant que ça sur les Américains, et on s'est interrogé sur le point de savoir comment on pouvait arrimer ce nouveau pouvoir russe à l'Europe. Et effectivement, en 2003, il se trouve qu'avec mon collègue allemand à Moscou, on a pu jouer un rôle en proposant à nos capitales respectives qu'on crée un espace économique commun entre l'Union européenne et la Russie. Un espace économique commun, comme il y en a un avec la Norvège. Et effectivement, il se trouve que dans un nouveau sommet Union européenne-Russie qui a eu lieu à la fin de l'année 2003, seulement à la fin de l'année 2003, Poutine a dit qu'il était d'accord. Et à ce moment-là, évidemment, tout un tas de forces se sont mises en mouvement parce que certains étaient favorables à cette idée, d'autres pas. Et parmi les pas, il y a eu dès 2004, évidemment, les nouveaux adhérents à l'Union européenne, qui étaient les pays baltes et la Pologne. C'était trop tard. Les pays baltes et la Pologne ont dit non, halte là, on ne veut pas de ça. Je dois dire aussi que la Commission européenne n'a pas beaucoup aidé en s'attaquant au monopole pétrolier de Gazprom, qui n'était peut-être pas la meilleure idée. Après tout, nous aussi, nous avions le monopole, dont tous à l'époque n'étaient pas encore mis aux normes européennes, que ce soit EDF, Air France ou les autres. Effectivement, on s'est aperçu ensuite que les Américains étaient violemment hostiles à un rapprochement économique entre l'Europe et la Russie. C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, c'est une constante. Donc ce projet a capoté, et dans le fond, on peut présenter la chose de façon différente. On peut dire que, puisque Poutine semblait vouloir avoir des liens privilégiés avec l'Europe, nous sommes Européens, disaient toute l'élite russe de l'époque. Nous sommes bien entendu Européens, nous ne sommes pas Asiatiques. Nous avons une façade asiatique, mais nous sommes Européens. Peut-être que Poutine aurait dû l'accélérer pour foncer sur cette possibilité d'espace économique commun, qui aurait eu des périodes de transition très longues, bien entendu, mais qui créent un lien institutionnel avec l'Europe. Les États-Unis commençaient à déchanter sur le fait qu'ils avaient envoyé des émissaires de l'OTAN à l'époque, en 2000. Plusieurs secrétaires généraux de l'OTAN sont venus en visite à Moscou, et on a établi la relation diplomatique entre l'OTAN et la Russie, de telle sorte qu'il y a eu une grande ambassade de Russie auprès de l'OTAN. Bon, une ambassade de Russie auprès de l'OTAN, une ambassade de Russie auprès du Conseil de l'Europe, c'est évidemment des nids à espions, forcément. Donc ça intéressait beaucoup, beaucoup les Russes. Tout ça n'existe plus, puisque, évidemment, là encore, cette ambassade a été fermée avec les événements d'Ukraine, puisque ça n'avait plus aucune raison d'être. Donc, si Poutine avait été vraiment sincère, je le dirais comme ça, dans sa volonté de s'arrimer à l'Europe, il aurait probablement pu le faire, mais il aurait fallu qu'il fasse un effort considérable, parce que chez lui, il y avait aussi des gens qui étaient contre. J'ajouterais, comme point final à ce petit chapitre, qu'il avait un remarquable Sherpa. Le Sherpa, c'est celui qui prépare les sommets pour le G8, puisque pour aider Yeltsin, on l'avait aussi fait rentrer au G8. On n'aclait pas sur les choses. Et le Sherpa du G8 s'appelait Ilarianov, un type tout à fait remarquable, un économiste pétersbourgeois, que j'ai vu plusieurs fois, qui m'a dit: vous êtes le dernier pays soviétique d'Europe, justement, SNCF, Gaz de France, EDF, tout votre truc est nationalisé, il faut tout privatiser. M. Ilarianov, bon, très bien. Et M. Ilarianov, c'était évidemment, après avoir lutté contre l'espace économique commun avec l'Europe, réfugié aux États-Unis d'Amérique. Et il est aujourd'hui dans un grand think tank américain. Donc voilà, dans le fond, on assiste aujourd'hui à une dégradation totale du système, et effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'après son isolement dû à la période du Covid notamment, Poutine s'est mis à réécrire l'histoire, une histoire alternative, qui dit que l'Ukraine n'a aucune existence, aucune identité dans le fond, ni culturelle ni politique, et qu'elle doit revenir dans le giron de la Russie. Et il a d'abord annexé la presqu'île, qui était la presqu'île ukrainienne, et ensuite il a décidé, quelques années plus tard, d'envahir avec son armée l'Ukraine. Aujourd'hui, on est dans une situation inextricable, puisque après une année où on s'est demandé ce qui allait se passer, on croyait que les Russes allaient finir par grignoter parce que le plus gros finit toujours par l'emporter. Eh bien, il se trouve que ça n'est pas le cas du tout, et que l'Ukraine, après avoir pris le contrôle de la mer Noire, il n'y a plus un bateau russe qui se risque en mer Noire, parce que les drones maritimes ukrainiens sont très efficaces. Ils ont coulé le bateau amiral d'abord, et puis ensuite ils ont coulé un tiers ou la moitié de la flotte russe de mer Noire, et ils s'attaquent à des objectifs sur le territoire russe. Donc les Russes se vengent en attaquant des objectifs civils, notamment les infrastructures électriques. Et bien que ce ne soit pas des infrastructures électriques, en disant ce qui est un comble avant-hier, ça serait bien que les diplomates occidentaux, français, américains et autres, s'en aillent, parce qu'ils pourraient être des victimes collatérales des bombardements que nous sommes obligés de mener contre les terroristes ukrainiens. Bien sûr, la réponse a été: allez vous faire voir, parce que ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas aux Russes de décider si les diplomates français vont rester en poste ou pas en Ukraine. Bien entendu, les familles sont en train de se faire. Vous avez vu qu'on a inauguré
un très grand consulat général américain au Groenland. Il y a déjà un consul général français qui fait acte de présence, en tout cas. Et puis, on voit bien que des bases américaines vont s'ouvrir, c'est prévu, c'était d'ailleurs dans les accords antérieurs, et que probablement on ne touchera pas au drapeau danois, en tout cas pour le moment. Mais l'Islande a peur. Et si la petite Islande a peur, ça veut dire quelque chose. Alors heureusement, Trump n'a pas encore pris conscience de l'existence de Saint-Pierre et Miquelon. Heureusement, parce que sinon, l'amiral que le général de Gaulle avait envoyé pour prendre possession de Saint-Pierre et Miquelon, le général de Gaulle avait envoyé un grand amiral résistant prendre possession de Saint-Pierre et Miquelon parce qu'il y avait un gouverneur vichyste et que le gouverneur vichyste allait probablement donner des renseignements sur les mouvements de bateaux et de sous-marins aux nazis. Les Anglais ont eu très peur quand de Gaulle a pris cette décision M. Eden est allé voir le général de Gaulle en lui disant « Mais qu'est-ce qui va se passer si votre sous-marin avec l'amiral français à bord arrive devant Saint-Pierre et si le gouverneur vichyste refuse de se rendre ?» Et le général de Gaulle a dit « Vous inquiétez pas, il ne refusera pas de se rendre. Il sera d'ailleurs invité à dîner à bord par l'amiral Muselier et on le ramènera comme prisonnier. » Terminé. C'était le premier territoire libéré par la France libre. Peut-être que quelqu'un a soustrait Saint-Pierre et Miquelon des cartes qui sont montrées à M. Trump. C'est bien possible. En tout cas, il n'en a jamais parlé et il semble bien qu'il n'ait pas l'intention d'en parler. Merci, monsieur l'ambassadeur, cher Claude Blanche-Maison. Je voudrais maintenant donner la parole à ceux qui veulent poser des questions. Est-ce qu'il y a dans la salle... Monsieur Bousquet. Monsieur Blanche-Maison, je voudrais vous poser une question concernant les négociations discrètes que vous avez eues en Chine. Est-ce que pendant que vous négociez, l'ambassadeur en place en Chine était au courant? Alors, je me rappelle sur la Libye. Hein. Il se trouve que on était entre deux ambassadeurs, donc il n'y avait pas d'ambassadeur en place, mais comme vous savez, il y a continuité. Lorsqu'un ambassadeur a quitté son poste et avant que le nouvel ambassadeur n'arrive, eh bien c'est le plus ancien dans le grade le plus élevé qui devient chargé d'affaires. Donc il y avait un chargé d'affaires et par ailleurs, le chargé d'affaires avait désigné le conseiller politique de l'ambassade, Paul-Jean Ortiz. Malheureusement, il n'est plus des nôtres. Paul-Jean Ortiz, qui était probablement l'un de nos meilleurs sinologues, nous a accompagnés dans toutes les séances de négociation. Par conséquent, l'ambassade était absolument dans le circuit, d'autant plus que nous dormions à l'ambassade. Donc l'ambassade était dans le circuit, mais formellement, c'était entre deux ambassadeurs. Était-ce voulu? Je ne le crois pas, il se trouve que c'était comme ça. Les ambassadeurs tournent tous les 3 ou 4 ans et parfois il y a quelques semaines ou quelques mois de vacances pendant lesquelles le poste est tenu par un chargé d'affaires. En tout cas, comme je vous l'ai dit, il y avait des télégrammes de compte-rendu qui étaient signés par le chargé d'affaires, car il n'y a que lui qui peut signer des télégrammes au départ de l'ambassade à Pékin. Donc, l'ambassade était parfaitement dans la boucle. Mon général, le général Lang. Comme d'habitude, je vais poser une question de ma partie. Vous avez certainement croisé beaucoup d'attachés de défense. Quel regard vous portez sur cette institution et quel rapport ont en général les diplomates et l'attaché de défense? Écoutez, mon général, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, j'ai probablement eu de la chance, mais je n'ai jamais eu de difficulté avec mes attachés de défense successifs. Alors, la première fois que j'ai eu affaire à un attaché de défense, c'est lorsque j'ai été nommé chargé d'affaires en Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu aussi un épisode dont on n'aura pas le temps de parler, en Afrique du Sud, avant tout ce que j'ai raconté. Et les pays européens ont décidé
j'étais là depuis 3 mois comme chargé d'affaires, de rappeler tous les attachés de défense à Pretoria, parce que le régime de l'apartheid à l'époque, qui était encore là, finalement tuait beaucoup de gens dans les townships. Évidemment, l'attaché de défense n'était pas très content d'avoir à quitter son poste. Mais bon, c'était une décision du gouvernement français dans le cadre d'une décision européenne. Ça, c'était la première fois que j'ai rencontré un attaché de défense. La deuxième fois, alors j'étais ambassadeur au Vietnam plus tard, quelques années plus tard, et à ma grande surprise, il n'y avait pas d'attaché de défense. On m'a dit, ah oui, mais vous comprenez, Dien Bien Phu, machin, etc. Bon, moi j'avais pour mission de ramener bord à bord le Vietnam et la France. Bien sûr, je parlerai du film peut-être de Schoendorfer après. J'ai peut-être eu la chance que Patrick Schoendorfer, à ce moment-là, quelques mois après mon arrivée, a voulu faire un film sur Dien Bien Phu, fiction. Naturellement, il était hors de question qu'un film sur ce sujet se fasse sans l'aval du général Giap, qui était à l'époque encore l'un des vice-premiers ministres vietnamiens. Donc nous sommes allés le voir, il a dit, moi j'ai pas d'objection à ce que les Français fassent un film de fiction sur Dien Bien Phu, c'est assez normal. Puis, évidemment, dans ce film, il y avait une centaine de parachutistes français. Le président de la République avait fait cette faveur à M. Schoendorfer, qui était quand même un personnage du cinéma, un personnage dans la République, la 317e section, le crabe-tambour, etc. Et il fallait naturellement que quelqu'un couvre la présence de ces militaires. Et il y avait aussi du matériel d'époque qui avait été envoyé par les armées pour le film. Et donc, moi, j'insistais déjà depuis quelque temps pour qu'on crée un poste d'attaché de défense, et il a été créé. M. Schoendorfer m'a probablement fait gagner une année sur la création de ce poste, et c'est le colonel Schaeffer qui a été nommé comme premier attaché de défense dans ce poste, et ensuite, plus tard, il a continué sa carrière à Pékin, et effectivement, ça m'a été extrêmement utile d'avoir un attaché de défense. C'était une nécessité absolue à cause du tournage de ce film, de toute manière, bien sûr, puisqu'il y avait un certain nombre de problèmes militaires qui étaient à régler, y compris avec les militaires vietnamiens, pour lesquels le patron du cinéma vietnamien, qui était un ancien Dien Bien Phu, côté vietnamien, avait obtenu la participation de soldats vietnamiens, qui jouaient à la fois le rôle de ceux du Nord et de ceux du Sud. Mais il fallait gérer tout ça, bien entendu. Donc le colonel Schaeffer est arrivé à créer ce poste. Ça a été compliqué parce qu'il n'y avait même pas de locaux dans l'ambassade, des locaux sécurisés. Donc il a fallu que j'enlève le représentant du ministère des Finances, justement, pour construire des bureaux sécurisés pour l'attaché de défense et trouver d'autres bureaux pour le conseiller commercial de l'époque qui représentait le ministère des Finances. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu plusieurs attachés de défense. En Inde, c'était un aviateur, le colonel Switzer, qui m'a beaucoup aidé et qui entretenait des très bonnes relations avec les chefs d'état-major des 3 armées. Il se trouve qu'à l'époque, c'était Fernandez qui était le ministre de la Défense, et nous allions tous les deux voir Fernandez, le ministre de la Défense, qui nous disait, colonel Schaeffer et à votre serviteur, de mon côté, je n'ai pas de preneur de notes parce que j'ai confiance dans personne dans ce ministère. Ça ne veut rien dire, parce que c'était probablement sonorisé, donc enfin, il nous recevait tout seul. Bon. Nous, on faisait des comptes rendus, parce qu'on fait toujours des comptes rendus, comme je l'ai dit. Le colonel faisait le sien pour l'état-major, et moi je faisais un compte rendu normal, un télégramme diplomatique, naturellement hyper confidentiel. Et c'est vrai qu'on a fait venir Fernandez à Paris, ça a beaucoup aidé pour la suite. C'est le colonel Schaeffer qui a établi des rapports confiants avec l'armée
avec l'armée indienne, car comme vous le savez, dans toute la période précédente, compte tenu de l'existence de l'OTAS, les rapports militaires français étaient beaucoup avec le Pakistan. Pour des raisons logiques, parce que le Pakistan, c'était la lutte contre les communistes. Mais à l'époque où j'y étais, tout avait changé, et Chirac avait décidé, là aussi c'était une instruction qui m'avait été donnée, de faire de l'Inde notre partenaire stratégique dans l'océan Indien. Par conséquent, on avait encore un sous-marin à livrer au Pakistan. Naturellement, j'ai eu droit à une première page où le chef de l'État, le général Musharraf, monté pour prendre possession de ce sous-marin français. Première page du Times of India. Ça a fait quand même quelques clapotis à Delhi. Et nous avons fait ce qu'il fallait pour créer des relations de confiance avec le gouvernement indien. Ce qui s'est fait avec la visite d'État de Chirac en 1998, quelques mois avant les essais nucléaires indiens puis pakistanais. C'est vrai que c'est la France qui, à Bruxelles, s'est opposée aux sanctions économiques que Bruxelles voulait mettre contre l'Inde et le Pakistan pour faire comme avaient fait les Américains. On ne fait pas comme font les Américains, on fait différemment. Et il n'y a pas eu de sanctions économiques, les Américains ont été obligés de lever les leurs au bout de 6 mois. À Moscou, le général Moinard, là à Moscou c'était assez important parce que à Moscou, j'ai assisté dans le bureau du directeur d'Europe occidentale au ministère des Affaires étrangères au deuxième impact d'un avion dans les Twin Towers à New York. J'avais rendez-vous à cette heure-là. Par hasard. Ils ont pleuré, évidemment. Et c'est le soir même que Poutine a dit aux Américains « on fera tout ce que vous voudrez ». Et effectivement, on fera tout ce que vous voudrez, ça s'est traduit par la coalition montée par les Américains, à laquelle la France participait, pour aller combattre en Afghanistan. Bon, il fallait passer par quelque part pour aller en Afghanistan. Les Américains ont mis leur dévolu sur l'Ouzbékistan, sympathique, il y a des jolis monuments, il y a plein de pétrole, très sympathique. Ils n'avaient pas très envie qu'on aille à l'Ouzbékistan. Ils ont multiplié les embûches. Donc on ne pouvait pas, et j'ai reçu instruction de Paris, de demander au gouvernement russe, qui avait encore une division blindée au Tadjikistan, quelle serait leur réaction si on mettait un élément arrière à Douchambé pour notre intervention en Afghanistan. Donc je suis le général Balouyevski m'a donné rendez-vous très rapidement. J'y suis bien entendu allé avec le général Moinard. Et tous les deux, nous avons discuté avec Balouyevski, qui a dit « revenez après-demain, j'aurai du nouveau. Mais moi, il faut que je demande des instructions. » Les instructions étaient tout ce que vous voulez. On vous donne toutes les bases que vous voulez au Tadjikistan. Naturellement, ils auraient bien aimé qu'on prenne une base pourrie, abandonnée par l'armée soviétique. Mais nous, on n'avait pas d'argent. Donc on a dit « bon, écoutez, on verra ça plus tard. Mais est-ce que vous pourriez accepter qu'il y ait un échelon dans l'immédiat, parce que c'est urgent, sur le bord de la piste de l'aéroport international de Douchambé. Et puis on verra après. Et ils ont dit oui. Et l'élément, l'échelon en question, avec à peu près 200 hommes qui étaient là en tournant, ils sont restés 14 ans, c'est-à-dire tout le temps de notre intervention en Afghanistan. Et ça s'est très bien passé, bien sûr avec les autorités tadjiques, que je suis ensuite allé voir, avec le même général Moinard, mais la décision, elle était à Moscou. Bien entendu, puisque le Tadjikistan, en tout cas à l'époque, je crois que c'est encore le cas, était totalement dans la main des Russes. Donc, si vous voulez, je réponds à votre question. Je sais que j'ai des collègues qui ont des difficultés, mais à mon avis, c'est de leur faute. Il n'y a pas de raison d'avoir des difficultés. On travaille ensemble. Et encore une fois, il y a une règle, c'est que s'il y a un truc qui ne marche pas, c'est de la faute de l'ambassadeur. Où était l'ambassadeur ? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est pareil, lorsque, pendant le reste de mon séjour puisque j'étais accrédité à Douchambé aussi. À l'époque, il n'y avait pas d'ambassadeur résident à Douchambé. Donc, pendant le début de l'intervention française, à Noël,
le 31 décembre, bien sûr, on voyait arriver Madame Alliot-Marie, ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major, il y avait toujours un visiteur. Et évidemment, j'y allais à chaque fois avec mon attaché de défense. Parce que, si je n'y... D'ailleurs, un de mes anciens au Quai d'Orsay m'avait donné une recette immédiate. Si tu te poses la question s'il faut y aller ou pas, c'est qu'il faut y aller. C'est assez simple. Quand tu as une actrice qui vient, une actrice célèbre française, etc., si tu te demandes s'il faut lui apporter un bouquet de fleurs et l'inviter, etc., eh ben c'est qu'il faut le faire. À partir du moment où on se pose la question, c'est qu'il faut le faire. Ça, c'est le métier. Alors en effet, peut-être que nos successeurs qui auront fait leur carrière dans un autre ministère, peut-être plus technique, n'auront pas ce réflexe. On parlait tout à l'heure de collègues que nous connaissons dans des régions que nous connaissons bien de l'ancienne Indochine. Bon, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Il faut réagir au quart de tour. Et en associant, bien entendu, alors évidemment, il ne faut pas que l'attaché de défense dise c'est moi qui négocie, c'est pas vous, ça. Pas question. C'est aussi simple que ça, et à partir du moment où il n'y a pas question, il n'y a pas question. Alors, bien sûr, après ça, il y a eu des négociations techniques avec des équipes venues de Paris pour négocier les éléments techniques du stationnement de nos militaires sur le bord de la piste à Douchambé, bien sûr. Voilà ce que je peux répondre le plus complètement possible, mais c'est une question délicate parce qu'en effet, c'est vrai que l'attaché de défense a un lien personnel avec son propre chef d'état-major, mais ça, très bien. Mais si le chef d'état-major français vient, bien entendu, il est reçu par l'ambassadeur, et l'ambassadeur l'accompagne à peu près partout s'il l'accepte. Vous voyez, j'ai failli être militaire. En général, encore une question? Oui, mon général. Je vais prolonger ma question. Ayant été comme sup à La Réunion, j'avais bien sûr rapport avec tous les ambassadeurs de la zone, dont j'étais censé aller chercher les ressortissants si ça se passait mal. Eh bien, il y avait 3 ou 4 ambassadeurs qui refusaient de m'envoyer leurs télégrammes diplomatiques, pas les plus secrets, mais ceux qui m'auraient permis d'apprécier la situation et d'ajuster éventuellement mon action à une possible crise dans leur pays. Oui, mais je comprends bien. Alors, est-ce que cette affaire, il y a eu des directives pour éviter ce genre de rétention d'informations? D'abord, l'attaché de défense participe à la réunion de service toutes les semaines, bien entendu. Par ailleurs, l'ambassadeur le voit personnellement, tête à tête, très régulièrement. Et puis, il est associé à tous les sujets qui le concernent, bien sûr. Est-ce que lui fait de la rétention? Ça peut arriver. Bien sûr, il est arrivé que tel ou tel attaché de défense, voulant, comment dit-on, failloter, c'est ça, me montre les messages qu'il envoyait avec son propre chiffre à l'état-major. Et évidemment, il manquait un télégramme sur 2. Bon, et alors? Ça me faisait ni chaud ni froid, bien sûr. Simplement après, quand il m'a apporté le dossier de ces télégrammes avec un télégramme sur 2, je lui ai dit, écoutez, je ne veux pas interférer avec vos communications. De toute façon, j'avais pas l'intégralité. Bon, mais ça, histoire sans parole. Le message est compris. Donc je pense que dans la majorité des cas, ça se passe bien. Ça se passe bien et il n'y a pas de raison qu'il y ait des... Alors c'est plus compliqué dans les pays où je n'ai pas été, en effet. Là où il y a des détachements très importants, c'était le cas, évidemment, cas célèbres au Sénégal ou ailleurs, où là, moi je ne connais pas, je n'ai pas connu ce genre de situation, donc je ne peux pas en parler. Mais, bon, il y a un responsable de l'État, Si, encore une fois, il y a une erreur de fait, une ânerie de fait, il est viré. C'est l'ambassadeur, c'est pas quelqu'un d'autre. Merci, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a encore une question ou 2 questions? Alors, je signale à toutes fins utiles que l'éditeur de Claude Blanche-Maison a apporté quelques exemplaires et que monsieur Blanche-Maison va certainement accepter de les signer pour ceux qui voudront les acquérir. C'est dans la salle Bourdari, juste à côté.
Alors, il s'agit, l'éditeur n'est autre que Monsieur François Daubert, qui est au fond de la salle, et qui a parmi ses péchés été ministre. Bon, enfin, c'est très bien d'avoir été ministre, hein, de toute façon. Donc vous le connaissez sans doute pour certains d'entre vous. C'est un grand éditeur. Très bien, bah, puisque je ne vois aucun bras se lever, j'exprime au nom de tous nos remerciements les plus chaleureux et les plus vibrants et les plus sincères à Claude Blanche-Maison pour l'exposé qu'il a fait. Et je recommande vraiment la lecture de ce livre qui a beaucoup de qualité. Il a un défaut, c'est qu'il est d'une densité, il y a tellement de choses dedans que c'est impossible de les résumer et de faire une note synthétique. Je ne sais pas s'il y a eu une recension, mais... Ah ben alors, chapeau, ça sera un gros travail, mais c'est un livre vraiment formidable. Voilà. Merci à vous. Vous voulez passer à côté pour signer Oui, vous avez besoin d'un coup de main.